Bienvenue en classe dans votre cours d'histoire sur l'ERTM, la passion du service au pays public. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec la séquence numéro 1 que nous avons commencé depuis la séance 1 la semaine dernière. Donc cette séquence porte sur la division du monde en deux blocs. Donc la troisième séance aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle la coexistence pacifique. Donc voici le plan de votre cours. On va faire d'abord une introduction. Après l'introduction, on va s'intéresser aux différents facteurs, les causes en quelque sorte de la coexistence pacifique. Donc après, les manifestations et les limites et terminer, n'est-ce pas, donc notre cours avec une évaluation. Donc, ceci dit, on va partir directement avec notre introduction. Il faut retenir qu'à partir de 1953, il y a eu l'ouverture, n'est-ce pas, donc, d'une nouvelle période. Voilà, donc, comme vous le savez très bien, en 1948 a commencé ce qu'on a appelé la guerre froide, suite bien sûr à la division du monde en deux blocs. Donc, cette guerre froide a commencé en 1948 et a été caractérisée par des graves crises, comme la crise de Berlin, ce qu'on a appelé le blocus de Berlin. Voilà la guerre de Corée. Donc de 1948 jusqu'à 1953, les relations ont été caractérisées par des crises très graves. Donc maintenant, à partir de 1953, nous allons assister maintenant à une ère d'espoir. Voilà, donc grâce bien sûr à certains facteurs. Donc on va assister à une accalmie, une pause. On assiste bien sûr à un dégel, une décrispation. Un apaisement dans les relations internationales entre les deux blocs. Donc, c'est ce qu'on appelle la coexistence pacifique. Il s'agit en quelque sorte, bien sûr, d'une période d'atténuation de la guerre froide, n'excluant cependant pas, bien sûr, de graves crises. Voilà, donc, après, nous allons voir maintenant un peu les facteurs de la coexistence pacifique. Donc, la coexistence pacifique a été favorisée par de nouvelles conditions. Quelles sont ces conditions? Vous avez par exemple l'arrivée de Nikita Khrouchtchev au pouvoir, bien sûr en Union soviétique. Voilà, donc Khrouchtchev est arrivé au pouvoir pour remplacer Staline qui, bien sûr, est mort depuis le 5 mars 1953. Donc, et aux États-Unis, Harry S. Truman, voilà, a été battu aux élections par, n'est-ce pas, donc Dwight Eisenhower. Donc, il y a eu la disparition de deux hommes, Staline et Truman. Et quand vous prenez ces deux hommes sont des véritables artisans de la guerre froide. Donc, ces deux hommes vont disparaître de la scène politique internationale. Donc, après, vous avez aussi donc, ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc déjà, en 1952, les États-Unis disposaient de la bombe hydrogène. Je crois qu'on a parlé de ça lors de la séance bien sûr passée. Donc en 1953, les Soviétiques vont se procurer aussi de la bombe hydrogène, la bombe H. Donc il y a un équilibre, l'équilibre de la terreur. Donc c'est à cause bien sûr de cet équilibre de la terreur et la disparition de ces deux hommes que la coexistence pacifique va être possible. Donc à cela, il faut ajouter un autre acteur très important. Il s'agit bien sûr du tiers-monde. Le tiers-monde, en quelque sorte, c'est l'ensemble des pays pauvres. Donc ces pays, en grande partie, n'est-ce pas, donc, ont été bien sûr colonisés. Donc en 1955, ces pays du tiers-monde, voilà, donc se sont regroupés. Les pays asiatiques. Il y a une conférence afro-asiatique, bien sûr, à Bandung. Donc, cette conférence, c'était dans le souci de prendre des décisions, donc de prendre position par rapport à la colonisation. Donc, raison pour laquelle ils ont condamné le colonialisme sous toutes ses formes. Mais aussi, ils vont s'opposer à la division du monde que le monde connaissait. Donc, ils décident de ne pas s'aligner d'un côté, ni du bloc capitaliste, ni du bloc socialiste. Donc, ce qui va aussi favoriser
hein, donc ce qu'on appelle ici la coexistence pacifique. Donc après, nous avons les manifestations. Comment les deux grands vont manifester cette coexistence pacifique. Donc ça, là, il faut savoir tout simplement que cette coexistence pacifique, n'est-ce pas, donc c'est manifesté par des gestes de bonne volonté. Hein? Donc des actions qui vont être posées pour manifester leur volonté d'apporter la paix. Donc, et ces initiatives-là vont commencer avec les soviétiques. Les soviétiques, n'est-ce pas, donc qui sont à la base, bien sûr, de la signature de l'armistice le 27 juillet 1953. Voilà donc l'armistice qui a mis fin à la guerre de Corée. Donc nous pouvons dire que c'est grâce à la bonne volonté soviétique que la guerre de Corée a pris fin. Hein? Donc en plus de ça, l'URSS bien sûr va adhérer à l'UNESCO. Hein? Donc reconnaît la RFA, la République fédérale allemande, qui est, n'est-ce pas, donc la RFA. Il s'agit de quoi ici? Donc on avait dit que l'Allemagne était divisée. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, n'est-ce pas, donc qui a perdu. Après la guerre, l'Allemagne a été divisée en zones d'occupation. Et à partir de 1949, les Occidentaux ont transformé leur zone en un État qu'on appelle RFA. Donc, l'URSS va reconnaître cette République fédérale allemande. Hein, et cela le 5 mai 1955. Voilà, donc ils vont reconnaître même l'indépendance de l'Autriche. Ils vont décider, n'est-ce pas, donc d'évacuer leurs bases militaires qui étaient, bien sûr, en Chine, hein, en Finlande, juste, n'est-ce pas, donc dans le souci d'apporter la paix. Montrer leur volonté de cohabiter dans la paix, voilà, avec, bien sûr, les Américains. Donc, Khrouchtchev, lors du 20e congrès du PQS, le Parti communiste de l'Union soviétique, donc, Staline va dénoncer ce qu'on appelle la déstalinisation. Hein, voilà l'abandon de tous les projets de Staline. Donc, Khrouchtchev, n'est-ce pas, donc, va aussi dénoncer les crimes et les abus de Joseph Staline. Donc, grâce, n'est-ce pas, donc, à ces actions-là, nous pouvons dire que les soviétiques étaient de très bonnes intentions. Donc, à ces initiatives soviétiques, les Américains devraient, n'est-ce pas, aussi réagir. Voilà pourquoi les Américains vont prendre deux mesures très, très importantes. Il s'agit de quoi? Il s'agit, n'est-ce pas, donc, de l'interdiction à Chiang Kai-shek de reconquérir la Chine. Donc, ils vont signer un pacte de défense qui interdit à Chiang Kai-shek, hein, toute idée de reconquête de la Chine continentale. Chiang Kai-shek qui était, n'est-ce pas, bien sûr, en Chine, Formose. Voilà donc, est obligé maintenant donc de s'abstenir en ce qui concerne cette conquête, bien sûr, de la Chine continentale. Donc, les Américains aussi, bien sûr, vont décider de ne pas apporter leur soutien à la France. La France qui est aussi un pays du bloc capitaliste. Les Américains refusent d'apporter leur soutien à ce pays qui était en difficulté en Indochine, battu et humilié à Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Voilà, donc ça c'est pour montrer leur volonté d'apporter la paix. Hein, donc, en plus de ça, il faut retenir que cette coexistence pacifique voulue, donc, cette volonté manifeste des deux grands de faire la paix, donc, de résoudre les problèmes par le dialogue et non par la violence, va être bien sûr assombrie, va être interrompue par deux graves crises. Voilà, donc il s'agit de la crise, n'est-ce pas, hongroise et la crise de Suez. Donc, ces deux crises-là constituent en quelque sorte, bien sûr, des limites pour cette coexistence pacifique. Donc, la crise hongroise. Donc, cette crise hongroise est en quelque sorte une conséquence de la déstalinisation qui a été, bien sûr, commencée en Union soviétique par Nikita Khrouchtchev. Donc, cette déstalinisation a entraîné au pouvoir un homme du nom de Imre Nagy, qui a renversé, n'est-ce pas, donc Matías Rócassi. Donc, Imre Nagy, arrivé au pouvoir, lui, il va prendre certaines mesures,
des mesures, je dirais, n'est-ce pas, imprudentes. Ces mesures-là étaient contre le modèle soviétique. Il s'agit par exemple, bien sûr, de la libération de tous les prisonniers politiques, y compris les pro-nazis. Donc, la suppression du parti unique, symbole, n'est-ce pas, donc du modèle soviétique. Voilà donc la Hongrie, avec Imre Nagy, va décider de se retirer du pacte de Varsovie. Donc, vous voyez bien, ces décisions-là, ces mesures prises par Imre Nagy sont contre, en quelque sorte, bien sûr, l'épanouissement. Voilà donc l'expansion, le développement du bloc socialiste. C'est contre, en quelque sorte, bien sûr, l'idéologie communiste. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, donc il y aura la réaction des soviétiques. Les soviétiques vont réagir à partir du 4 novembre 1956. Donc cette riposte sera vraiment très très foudroyante. La riposte soviétique a été très rigoureuse. Très rigoureuse. Parce que nous allons voir que les soldats de l'armée rouge, appuyés, n'est-ce pas, donc par l'OTV, donc 2000, n'est-ce pas, donc soldats, 2000 soldats, n'est-ce pas, donc vont descendre, n'est-ce pas, donc dans les rues, bien sûr, de Budapest, la capitale de la Hongrie. Donc, appuyé par l'aviation, on va parvenir, bien sûr, à écraser, n'est-ce pas, donc les Hongrois. Donc, et cela va, n'est-ce pas, donc entraîner l'arrivée, bien sûr, des noms ici, bien sûr, au pouvoir en Hongrie, différent de Imre Nagy. Il s'agit de Jonas, donc au pouvoir qui a été imposé. Il s'agit bien sûr de János Kádár, qui a été maintenant imposé par les soviétiques. C'est là pour mettre l'ordre. Donc les soviétiques ont intervenu ici pour mettre de l'ordre. Imre Nagy, n'est-ce pas, donc avait mis du désordre dans leur camp. Donc les soviétiques interviennent pour mettre de l'ordre. Donc à la suite de ça, nous allons encore bien sûr assister à une nouvelle crise. Il s'agit bien sûr de la crise de Suez. Suez, c'est ici, n'est-ce pas, en Afrique, le canal de Suez. Donc depuis 1869, n'est-ce pas, donc il y a un canal qui a été creusé pour permettre, n'est-ce pas, donc aux navires, aux bateaux de passer de la mer Méditerranée à la mer Rouge. Donc maintenant, une crise va éclater à propos, bien sûr, de ce canal. Ce canal qui était géré par les Anglais et les Français en majorité. Donc c'est dû à l'arrivée, n'est-ce pas, d'un homme au pouvoir du nom de Gamal Abdel Nasser, le colonel Gamal Abdel Nasser. Donc Gamal Abdel Nasser, avec d'autres officiers comme Neguib, avait renversé le roi Farouk I, et cela en 1952. Donc il y a eu maintenant un conseil militaire qui a porté Gamal Abdel Nasser au pouvoir. Donc quand lui il est arrivé au pouvoir à partir de 1954, donc pour tout bon dirigeant, Gamal Abdel Nasser va décider alors de faire quoi? De promouvoir l'économie, n'est-ce pas, de l'Égypte, de moderniser l'économie égyptienne. Voilà donc pourquoi il envisageait de construire. Il décide, n'est-ce pas, de construire un barrage sur le fleuve Nil à Assouan. Donc, mais l'Égypte n'ayant pas les moyens, va, n'est-ce pas, donc demander un soutien financier aux Occidentaux. Malheureusement, les États-Unis, les Français et les Anglais vont refuser le financement de ce barrage. Donc, c'est l'URSS qui a apporté son soutien à Gamal Abdel Nasser. Donc, maintenant, puisque les Occidentaux ont refusé, Gamal Abdel Nasser va décider, toujours avec le souci de développer l'économie de son pays, Gamal Abdel Nasser va alors nationaliser la compagnie internationale qui gérait le canal de Suez. Voilà, donc c'est ce qui va entraîner la colère du côté, n'est-ce pas, donc des Français et des Anglais qui, n'est-ce pas, détenaient la majorité des actions, 97% des actions appartenaient aux Français et aux Anglais. Voilà pourquoi nous allons voir le 24 octobre 1956, il y aura une réunion secrète,
n'est-ce pas, à Sèvres. Sèvres, c'est en France. Donc, c'est lors de cette réunion secrète qu'ils vont décider alors d'attaquer l'Égypte pour mettre fin, bien sûr, au pouvoir de Gamal Abdel Nasser. Donc, c'est à la suite de cette réunion que nous allons voir le 29 octobre 1956. L'Israël, n'est-ce pas, donc lance l'offensive dans le Sinaï. Les troupes du général Moshe Dayan vont attaquer l'Égypte dans le Sinaï. Donc, les Français et les Anglais vont intervenir dans cette guerre. Voilà, sous prétexte, n'est-ce pas, donc de s'interposer entre, n'est-ce pas, bien sûr, Égyptiens et Israéliens. Donc, Anglais et Français vont bombarder certaines villes égyptiennes comme Ismaïla, Port Fouad, Port Saïd, n'est-ce pas, Gaza, n'est-ce pas, donc vont être bien sûr bombardés intensivement. Donc, il a fallu maintenant l'intervention de l'ONU, pas une intervention militaire. L'ONU condamne, n'est-ce pas, cette agression. Voilà, les États-Unis et l'URSS aussi vont bien sûr faire une menace. Donc, ils vont lancer un ultimatum. Donc, un double ultimatum américano-soviétique va, n'est-ce pas, donc obliger les troupes expéditaires, anglais, français et israéliens de quitter l'Égypte. Et c'est comme ça que le pouvoir de Gamal Abdel Nasser a été sauvé. Donc, cette crise a entraîné en quelque sorte, bien sûr, la hausse de la popularité de Gamal Abdel Nasser, mais a entraîné une baisse, bien sûr, de l'influence des Anglais et Français dans voilà donc cette zone. Voilà donc, et après, bien sûr, ces conséquences, il faut retenir aussi que nous pouvons tirer une leçon ici. C'est qu'avec la bonne volonté des deux grands, américains et soviétiques, donc beaucoup de problèmes de ce monde peuvent être gérés. Donc, il a fallu ici juste, n'est-ce pas, donc l'air menace. Donc, l'URSS avait menacé de bombarder Paris et Londres. Les États-Unis avaient, n'est-ce pas, donc menacé de tirer sur tous les navires qui vont tenter de passer passer par la force le canal. Donc, c'est ce qui a mis fin à cette agression. Donc, après, voilà, bien sûr, cette crise en Égypte, donc on va revenir maintenant, bien sûr, à la guerre froide. Voilà, donc cette nouvelle guerre froide va être caractérisée par quoi? La course à l'armement nucléaire et à la conquête de l'espace. Donc, pourquoi un retour à la guerre froide? Donc, ça, c'est dû tout simplement. Ce retour à la guerre froide est dû tout simplement aux accusations faites bien sûr par la Chine à l'égard de Nikita Khrouchtchev qui avait été qualifié, n'est-ce pas, d'impérialiste américain par les Chinois. Donc, on lui qualifie, n'est-ce pas, de traître. Donc, il a trahi, n'est-ce pas, donc la Chine, il a trahi l'idéologie socialiste. Donc, pour montrer maintenant que ces accusations ne sont pas fondées, donc les soviétiques vont bien sûr poser certaines actions. Et cela dans le cadre bien sûr de la course à l'armement. Donc, ils vont expérimenter des missiles intercontinentaux qui peuvent frapper à plus de 1000 km. Plus de 1000 km de portée. Donc, et les Américains vont riposter, n'est-ce pas, donc en expérimentant maintenant des missiles qu'on appelle aussi les Pershing 2. Donc, il y a la course aux armements. Donc, en 1960, nous pouvons dire que les deux grands peuvent, bien sûr, s'anéantir mutuellement. Donc, après, nous allons voir que les Américains vont, bien sûr, réagir. Donc, mais on va parler d'abord, bien sûr, de cette conquête de l'espace qui a commencé réellement le 4 octobre 1957 avec le lancement sur orbite du tout premier satellite artificiel du nom de Sputnik 1. Donc, ça, c'est un progrès réalisé par les Soviétiques. Donc, en plus de ça, le 4 octobre 1959, les Soviétiques vont lancer encore un autre satellite du nom de l'Unique 3. Donc, l'Unique 3 est mis sur orbite. C'est un progrès soviétique. En plus de ça, voilà donc, en plus de l'Unique 3 qui a
puis photographier même la face cachée de la Lune. Donc nous allons voir que les premiers vols humains vont être effectués par les soviétiques et cela grâce bien sûr à un homme du nom de Yuri Gagarin qui va faire ses voyages à bord d'un satellite du nom de Vostok. Voilà donc après les Américains vont devenir maintenant jaloux. Les Américains sont surpris, dépassés. Donc ces progrès soviétiques sont considérés comme étant, n'est-ce pas, un défi. Donc il fallait relever le défi. Les Américains devraient relever le défi. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, donc les Américains vont créer la NASA, la National Aeronautic and Space Administration. Donc c'est cette NASA qui va faire des recherches dans le cadre de la conquête de l'espace. Donc raison pour laquelle en février du mois, n'est-ce pas, 1962, les Américains vont réussir leurs premiers vols humains. Voilà, donc c'est là grâce, n'est-ce pas, à un homme qu'on appelle John Glenn. Donc, et après, il y aura bien sûr la mission Apollo, dans le programme Apollo. Apollo, là, c'est une mission, c'est un programme, n'est-ce pas, donc de conquête spatiale. Donc, il y a eu différentes missions. Donc, on est allé jusqu'à Apollo 11. Donc, cette mission a été dirigée par un homme du nom de Armstrong. Neil Alden Armstrong. Donc, c'est cet homme qui va relever le défi. Donc, si les Américains sont les premiers à photographier la face cachée de la Lune, les Américains sont les premiers. Les Américains sont les premiers à mettre, n'est-ce pas, donc le pied sur la Lune. Donc, c'est grâce, n'est-ce pas, donc à ce Tom Armstrong. Voilà, donc le défi est relevé. Donc, après, on assiste, n'est-ce pas, donc à ce qu'on appelle une autre crise. La deuxième crise de Berlin. Donc, cette crise de Berlin est due à quoi? Elle est due au fait que Berlin-Ouest était très développé. Grâce, n'est-ce pas, aux actions menées par les Américains, Français et Anglais, qui n'avaient pas voulu la dénazification en Allemagne, conformément aux accords de Potsdam. Les Soviétiques qui avaient appliqué correctement cette dénazification, cette décartélisation de l'économie allemande, donc ont vu leur zone, n'est-ce pas, donc s'appauvrir. Donc, nous allons voir maintenant, bien sûr, que les habitants de Berlin-Ouest, voilà donc, sont très épanouis. Donc, Berlin-Est est pauvre. Donc, les habitants de Berlin-Est se déplacent vers Berlin-Ouest. Donc, il ne fallait pas laisser, n'est-ce pas, donc, ce phénomène-là. Donc, pour arrêter cette hémorragie humaine, c'est-à-dire ce déplacement massif de la population de Berlin-Est vers Berlin-Ouest, que le président soviétique du nom de Nikita Khrouchtchev va décider alors de construire un mur qu'on appelle ici le mur de Berlin. Un mur qualifié par les médias occidentaux, le mur de la honte. Et c'est là, n'est-ce pas, donc à partir de 1961. Donc la construction a commencé le 12. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les soviétiques, n'est-ce pas, donc commencent la construction d'un mur qui sépare les deux Berlin, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Voilà, donc après, bien sûr, cette crise, nous allons bien sûr arriver à une autre crise, qui n'est autre que la crise de Cuba. Donc en octobre 1962, la tension culmine dans la crise de Cuba. Donc la crise de Cuba, c'est dû également, bien sûr, à l'arrivée d'un homme au pouvoir du nom de Fidel Castro. Fidel Castro, qui avait renversé un pro-américain du nom de Fulgencio Batista. Lui, il était un pro-américain. Donc, Fidel Castro, après avoir renversé, bien sûr, Fulgencio Batista, donc nous allons voir que Fidel Castro va mener certaines actions, des actions qui sont contre, bien sûr, les intérêts américains. Donc Fidel Castro, par exemple, va, bien sûr, il va nationaliser les sociétés américaines, les sucreries de raffinage.
les raffinats de sucre. Là. Donc, ces sociétés-là vont être bien sûr nationalisées par Fidel Castro. Donc, Fidel Castro nationalise les sociétés américaines, mais va se rapprocher aussi de l'URSS. Donc, et nous allons voir maintenant que les Américains vont manifester leur colère. Donc, cela en soutenant les exilés cubains. C'est-à-dire, avec le coup d'État, les partisans de Fidel Castro qui avaient quitté le pays vont être soutenus, bien sûr, par les Américains, la CIA américaine, pour renverser le pouvoir de Fidel Castro. Donc, malheureusement, cela va être un échec. Et c'est ce qui a amené maintenant Fidel Castro à demander, n'est-ce pas, donc, un soutien à l'URSS qui accepte, n'est-ce pas, d'aider, n'est-ce pas, donc, Fidel Castro. En quoi faisant? En installant, bien sûr, des fusées. Donc, vous allez voir que Nikita Khrouchtchev va installer des fusées à Cuba. Donc, ces fusées sont installées à Cuba, branquées, n'est-ce pas, sur les villes américaines. Donc, à savoir que Cuba n'est pas loin des États-Unis. Donc, avec ces fusées-là, il y avait une menace. Le président américain du nom de John Fitzgerald Kennedy, lui, il va considérer cela comme étant, bien sûr, une agression, une attaque, n'est-ce pas, des États-Unis par les Soviétiques. Raison pour laquelle le président John Fitzgerald Kennedy va exiger le retrait immédiat, n'est-ce pas, de ces fusées de Cuba. Donc, voilà, donc, et nous allons voir maintenant que Nikita Khrouchtchev va accepter après, n'est-ce pas, dans des négociations, de retirer ces fusées. Donc, mais, compte, n'est-ce pas, voilà quelque chose, à condition que les Américains abandonnent leur projet, n'est-ce pas, de débarquement, n'est-ce pas, à Cuba, que le pouvoir de Fidel Castro soit, bien sûr, en sécurité. Donc, quand Fidel Castro a obtenu cette promesse venant des Occidentaux, des États-Unis, Fidel Castro accepte alors de retirer ses fusées de Cuba. Donc là, nous avons vu vraiment que le monde a frôlé. Le monde a frôlé, voilà, une guerre nucléaire. Donc c'est ça un peu, n'est-ce pas, bien sûr, les crises qui ont limité la coexistence pacifique. Donc après, donc, vous allez ici réfléchir un peu sur ces questions. Une évaluation. La première question, définir les termes et expressions suivants: la désalinisation, la coexistence pacifique, la course aux armements, l'équilibre de la terreur. Donc, question 2, montre que les relations Est-Ouest ont évolué en dents de scie entre 1953 et 1962. Voilà donc sur ce, chers élèves, je vous remercie et je vous encourage